Après Inéris, on enchaîne avec Sylvain et Amy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Comment vous allez? Bah écoute, plutôt bien, il fait super beau, on a les pieds dans le sable, on est juste avant l'une des dernières réunions, du Festival des possibles. Donc voilà, fatiguée et en même temps plein d'énergie. Ah bah il manque juste de s'être baigné aujourd'hui et franchement on est plutôt pas mal. Donc je vous ai proposé à tous les deux de prendre la parole aujourd'hui parce que toi, Amy, tu es la fondatrice de l'association Déjà Vu. Et toi, Sylvain, donc tu vas nous préciser ça. Je vais le présenter comme ça, de l'association Coessence. Mais en fait, ce n'est pas une association, C'est une société coopérative et participative, c'est donc une SCOP. une SCOP. Parce que vous êtes donc tous les deux avec vos associations et coopératives respectives parties prenantes du projet du Festival des Possibles. Est-ce que vous avez envie, l'un après l'autre, de vous présenter, vos projets d'association et de coopérative? Il y a Sylvain qui me montre du doigt, donc je vais commencer. Je m'appelle Amy, j'ai 31 ans, je suis ingénieure de formation en vision et photonique, donc c'est les sciences de la lumière en quelque sorte. J'ai travaillé dans l'industrie pour les capteurs, les caméras 3D, ce genre de choses. J'ai fait du management en ingénierie. Donc plein de choses qui sont très loin de ce que je fais maintenant, enfin qui m'ont beaucoup servi. Maintenant, je travaille pour les musées, la gestion en fait de la cinétique des expositions, donc gestion de projet et fidélité colorimétrique des reproductions graphiques. Voilà, c'est un secteur un peu niche. Et pourquoi Déjà Vu? Déjà Vu en fait est né d'un constat qui est que les expositions, ce sont des événements éphémères avec de la scénographie, du mobilier, des impressions qui sont aussi éphémères. Une exposition aujourd'hui, c'est généralement 3 mois, 6 mois maximum. Et la problématique, c'est que étant donné que ce sont des choses qui sont faites sur mesure, je veux dire, un artiste n'a qu'une seule signalétique à chaque fois, pour chaque exposition, eh bien, il est très dur de les réutiliser ou même de les revaloriser. Donc la plupart des éléments, en fait, finissent tout simplement à la poubelle ou malheureusement finissent leur vie dans des ressourceries qui sont plus des mouroirs à matériaux pour ces éléments-là en tout cas. Donc Déjà Vu, en fait, c'était pour faire de la vulgarisation scientifique auprès des personnes du secteur artistique et culturel pour leur expliquer qu'est-ce qui est recyclable, pourquoi ça ne l'est pas, comment revaloriser, pourquoi parfois choisir du carton, c'est pas forcément mieux que de choisir du plastique. Et oui, d'un point de vue écologique aussi, c'est voilà, expliquer que ça vient avant tout de l'usage. Donc c'est de la formation, du conseil et je suis arrivée dans le projet pour des raisons géographiques, c'est que j'ai déménagé dans les Landes depuis quelques mois et en fait mon expertise chez Déjà Vu et dans mon travail me permettent en fait de mener à bien la gestion du projet global, que ce soit en termes de planning, de budget, mais aussi de vulgarisation dans le sens où on parle avec plein de gens de différents secteurs et de différents milieux. Donc je sais que ça m'aide aussi pour faire en sorte que tout ce petit monde se comprenne ou du moins que je les comprenne et aussi pour éco-concevoir au mieux ce projet. Et toi, Sylvain, est-ce que tu viens de nous présenter ta coopérative? Yes. Alors du coup, moi aussi je suis ingénieur mécanique. Je fais mes études au Canada. Et en fait, du coup, en 2015, j'ai vu Cospiracy. C'est un reportage sur comment réduire son impact écologique. Et du coup, à partir de là, j'ai eu un déclic. Je suis rentré en France en 2019-2020 et j'ai commencé à bosser pour une grande entreprise. Et puis Covid, tout ça, transition, enfin, des grands questionnements perso. Et du coup, à partir de là, j'ai fait une année de transition professionnelle, du coup, dans l'écologie et la solidarité. C'est à l'Institut Transition à Lyon. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils existent. C'est là où j'ai rencontré Amandine, qui est aussi dans l'organisation de ce festival, et c'est elle un peu qui nous a introduits dans le collectif. Du coup, ça a vraiment façonné ma vie via plein de rencontres. Et du coup, pendant cette transition professionnelle, j'ai rencontré les tiers-lieux comme lieu de solidarité, et en fait qui sont là qui ont toujours existé de tous les temps, mais c'est un concept qui a été un peu mis à la mode en France avec une politique publique à partir des années 2018. Et en fait, pour moi, comme je vois ces tiers-lieux, c'est que c'est des lieux de sociabilité qui peuvent qui en nourrissant les personnes les amènent à s'émanciper, à reprendre du pouvoir d'agir et du pouvoir de décision. Et du coup, à partir de là, poser un diagnostic collectif sur le territoire sur lequel ces collectifs vivent et où les lieux sont installés, et ensuite développer des solutions viables. Et c'est là où je suis persuadé que en collectif, les solutions qui sont trouvées, si elles sont pas biaisées par un regard extérieur, elles sont forcément durables, ou en tout cas écologiques et solidaires.
Et du coup, c'est à ça où je suis abouti à la fin de ma transition professionnelle. Et ensuite, via tout le collectif qu'on a créé, rencontré à travers cette transition, je suis tombé sur l'opportunité aussi une scope Accolade. Du coup, déjà une scope à l'époque, Accolade, qui avait une quinzaine d'années et qui en fait arrivait à une taille critique et du coup voulait essaimer, partager son savoir et planter une petite graine. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce projet. Donc, ils nous ont accompagnés. Et en fait, ils ont fait découvrir l'animation participative et le développement territorial. Et du coup, de là est née Coessence. Et Coessence, donc, on est une société coopérative et participative. On est 3 associés, chacun ayant réalisé un virage à partir de milieux professionnels différents. Donc, on a Clément qui est dans le médical, moi dans l'ingénierie, et Mallory dans la recherche. Et on s'est tous tournés vers l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on accompagne les collectifs et collectivités dans l'émergence, la consolidation et la réalisation de projets participatifs à fort impact social. Et du coup, c'est à partir de là, en fait, que je me suis intéressé à ce projet. C'est que je suis allé prendre les outils de mon travail, mes outils de tous les jours, pour les apporter à ce collectif et faire émerger, comme on l'a dit dans le dernier podcast. Est-ce que tu avais pu nous expliquer effectivement dans l'épisode précédent? C'est ça, faire émerger les forces des personnes présentes dans le collectif pour aboutir à un projet avec un impact social important. Et puis du coup, on crée aussi des valeurs. Enfin, on crée un collectif en fait. C'est surtout créer un collectif. C'est Eneris qui nous a rappelé comment tu avais réussi avec tes jeux à créer une dynamique de groupe alors que pour la plupart on se connaissait pas ou très peu. Et c'est vrai qu'assez rapidement, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous et qui a fait que on a pu travailler ensemble. Du coup, c'est bien plus que des jeux en fait. On appelle ça des jeux, mais il y en a qui appellent ça des inclusions. Même le terme inclusion, j'aime pas forcément. C'est très tourné dans s'inclure dans un groupe. Ça peut être très fermé. En fait, moi, j'appelle plutôt ça une mise en dynamique. C'est vraiment, il y a plein de concepts derrière, mais c'est le icebreaker. Le icebreaker, le fameux. Mais en fait, le icebreaker, c'est comme l'animation participative, c'est plein d'outils, mais ces outils-là, il faut juste les jouer avec et trouver le bon outil au bon moment. Et en fait, la pertinence de là où ça passe d'un icebreaker, d'un truc, d'une inclusion à quelque chose de pertinent, c'est qu'en fait, quand on arrive à trouver la bonne inclusion, le bon outil, la bonne animation qui va aller nourrir le groupe. Et en fait, c'est du coup comprendre en amont où est le groupe. C'est là la force de l'animation, c'est comprendre où en est le groupe en amont, où est-ce qu'on pense qu'il doit aller. Donc ça se fait avec la cordeau énormément. Et après proposer l'animation. Et en fait, cette animation-là, elle est censée mettre dans un mood, dans un bon état d'esprit qui permet d'avancer. Et en fait, ça permet de l'interconnaissance, mais aussi réfléchir à différents sujets, se mettre d'accord sur des sujets. Et là, après, les mots me manquent, mais c'est assez infini comme champ des possibles. Moi, il y a une séance qui m'a particulièrement marquée. C'est une des premières où vous n'étiez pas là l'un et l'autre. Vous nous aviez proposé une méthode pour travailler justement sur c'est quoi le festival, c'est quoi la philosophie, l'état d'esprit, la vision et même la tagline. C'est comme ça, ou plutôt la punchline. C'est même comme ça qu'on a trouvé des bonnes zones qui ne changent tout. C'était un travail de groupe et c'est vrai que j'ai souvenir d'une séance ultra efficace. On n'était pas forcément très nombreux ce soir-là, mais il y a énormément de choses qui en sont ressorties. En plus, je crois que Sylvain et moi, on n'était même pas là ce soir-là. On avait tout préparé en amont, je m'en rappelle bien. Et pour le coup, je vais faire une mention spéciale à Ronald Pia, qui est mon incubateur à Lyon, parce que ce qui nous a aidé pour faire en fait ce premier exercice, c'était ce qu'il m'avait dit, c'est mon incubateur quand j'étais arrivée chez eux. C'est-à-dire, lorsqu'on pense à un projet, que ce soit une association, un festival, pour arriver à vraiment se projeter de qu'est-ce qu'on veut faire, faut rêver un peu. Faut se dire, si je fais mon projet, en vrai, j'aimerais quoi qu'il se passe dans un monde parfait. Et du coup, mon projet ne servira à rien. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu faire vraiment une liste des éléments à ressortir à la fin. Donc, c'était la vision que vous aviez, vous, chacun, de cet événement. Pourquoi vous le faisiez? Qu'est-ce qui vous motivait? Et c'est vrai que l'idée de dire, imagine demain dans le journal, après l'événement, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit marqué, que les gens se souviennent? On était assez fiers. Et puis aussi, il fallait qu'on vous donne un travail qui était assez cadré vu qu'on n'était pas là et qu'on se connaissait pas. Donc pour le coup, je sais que les premières séances, ça nous a demandé beaucoup de travail parce qu'il fallait vraiment cadrer ce qu'on se connaissait pas. Et là, les dernières séances, on arrive, on est un peu moins préparé, mais on vous connaît mieux, on se connaît tous mieux, donc c'est plus lisse. Mais je crois que ça a été un déclencheur aussi, cette séance-là, en tout cas, et ça nous a obligés aussi à réfléchir à ce qu'on voulait vraiment et à viser les étoiles.
Bah oui, parce que je crois que ça a mis dans le concret, en fait. Bon, bah, vous êtes là, vous voulez vous lancer dedans? Bah OK, bah, go alors, Feu. qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, ça a mis du concret, je pense. Après, ce qui est pas mal, du coup, c'est, enfin, nous, dans la scope, là, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'approche orientée changement. Donc, pareil, c'est encore une technique de construction de projet. Mais du coup, quand je disais dans la présentation que c'est des projets à impact, en fait, on va du coup pas définir forcément les actions, le projet, et c'est là où dans la suite, une fois que le projet il est défini, moi j'ai pris du recul parce qu'en fait c'est de la gestion de projet et c'est des outils spécifiques, c'est un autre métier. C'est pour ça que là, Amandine, Amy et Néris, elles ont pris le plus le lead. Mais en fait, nous, on se spécialise du coup dans l'approche anti-changement qui est pour concevoir un projet. Et du coup, la première étape, c'est le diagnostic. Avant de créer une vision, en fait, dans la création là du festival, la première idée, c'était OK, on part d'un constat. Le constat, c'était Reva et Jules qui se disaient dans la lutte à ligne très haute tension, les gens ne sont même pas au courant, les gens du territoire ne sont pas au courant qu'il y a cette lutte, comment on les met au courant, comment on les met en action et puis comment on soutient ces luttes-là sans forcément monter dans les armes. Du coup, c'était de récolter de l'argent. Donc en fait, le premier constat, il est là et du coup, c'est déjà la première étape, c'est de poser un diagnostic. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, en effet, il y a une vision à écrire. Donc il y a un collectif à réunir, ça c'est Jules Reva qui l'ont créé. Et après, il y a du coup créer cette vision. Donc la vision, comme on l'a dit, avec les titres, l'exercice du titre qui dit dans 5 ans, 10 ans, le festival a été une réussite. Quel est le titre de la une du journal de presse du lendemain, quoi. Et après, du coup aussi, c'est quel changement on veut voir advenir. C'est pour ça que ça approche des changements, c'est qu'on se base sur définir le changement qu'on veut que le projet apporte. Donc là, le changement, c'était que les gens soient au courant de ce qui se passe sur leur territoire. Donc on a un peu élargi ensuite à tout ce qui est les problèmes écologiques du territoire. Et après, la mise en mouvement. Donc, on a pas mal de stands là qui sont justement avec Aloe, par exemple, qui est de l'énergie citoyenne, avec des solutions concrètes, en fait, où les gens vont pouvoir s'investir. Et puis, financièrement aussi, si vous n'avez pas le temps ou si votre talent n'est pas dans la mise en mouvement ou en tout cas dans la réalisation d'actions, vous pouvez aussi soutenir des actions. Il y en a pour tout le monde. Et il y a aussi le réenchantement pour les enfants, etc. Mais pour tout le monde, d'ailleurs. Et donc ensuite viennent les actions. Et c'est là où on a défini toutes les actions. C'était une fois qu'on savait ce qu'on voulait faire, qu'on était parti du constat, qu'on avait une vision et qu'ensuite on voulait viser des changements. Et là, on s'est concentré sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Et donc c'est là où la logistique, l'animation, la programmation, la com arrive, quoi. Merci pour toutes ces explications. C'est vrai qu'on peut se demander, je reviens à la première question que je vous avais posée dans le premier épisode, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un festival en si peu de temps? Là, tu nous donnes en tout cas pas mal de pistes de réponses et de compréhension aussi. Oui, il y avait un vrai cadre de travail. Et le but, c'est de le rendre sympa, quoi. Enfin, c'est pour ça que la mise en dynamique, c'est aussi, c'est aussi permettre à ce que tout le monde puisse travailler. Enfin, s'exprimer déjà, se mettre d'accord. Ça, c'est un truc qu'on veille toujours. On laisse toujours d'abord un temps par personne pour pouvoir réfléchir. Ensuite, une mise en commun en petit groupe. Ça apprend à ce que les gens apprennent à coopérer, apprennent à se connaître. Et puis après, mettre en commun, que tout le monde se mette d'accord et partage les décisions qui sont prises. Et si, mais après, ce format-là, on l'a fait sur un festival, mais en fait, c'est applicable à plein de choses, à des associations, à des entreprises, à des communautés, à des communautés, à tout collectif, en fait, tout être humain qui s'entend et qui doit s'entendre à des moments. Et c'est des méthodes qui peuvent marcher. Alors je dis pas c'est une méthode et c'est à adapter, mais c'est pour ça que là dans le festival on parle aussi des communs. C'est que au final c'est la réappropriation, c'est l'émancipation des personnes et comment elles retrouvent un espace où elles peuvent déjà décider de quelque chose et ensuite agir, ou inversement agir puis décider. Et du coup c'est vraiment sur la mise en mouvement des personnes. Et là on part ensuite sur de la socio et sur les collectifs. J'ai plusieurs sources, j'y passerai. Amy, toi, par rapport à ton asso, déjà vu, quel est l'apport spécifique de ton association? Alors, par rapport à déjà vu, c'est le fait, en fait, de faire du conseil. Donc, c'est-à-dire d'accompagner généralement plusieurs personnes qui ont une demande spécifique et faire en sorte que ça soit tenu et que le résultat soit là. Sylvain, justement, comme il explique, il a une approche qui est beaucoup plus autour du collectif, c'est-à-dire poser une vision globale et ensuite faire en sorte que ce collectif vive et continue. Et c'est vrai que moi, j'apporte pas mal de choses au niveau plus technique, au jour le jour, comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait le suivi. Mais c'est plein d'outils différents parce que, par exemple, là, c'est un projet associatif, écolo, dans les Landes. Mais la plupart des outils que j'utilise et de manière de travail que j'utilise, c'est des choses que j'ai appris chez Thales.
et qui sont totalement applicables justement à ce projet-là. Donc déjà vu, c'est beaucoup en fait du conseil, de l'accompagnement, et puis toujours et pareil en fait de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on a pas mal de données par rapport malheureusement aux projets industriels en cours et à venir dans le golfe de Gascogne qui vont nuire à l'environnement, à l'écologie et aux vivants. Et donc c'est le fait aussi d'informer le groupe en disant voilà, on entend ça, qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? Qu'est-ce qu'il faut vraiment interpréter parce qu'on entend tout et son contraire. Donc apporter cette vision-là. Et si la prochaine fois, si on a un mois de plus, justement le but c'est que Déjà Vu ait un stand pour faire de la vulgarisation scientifique pour les petits et pour les grands sur les ondes ou d'autres thématiques un peu techniques. Voilà. C'était prévu, mais là, pour différentes raisons, ce sera pas possible. Donc, il faudra patienter l'année prochaine pour pouvoir t'y voir ou d'autres événements intermédiaires, sait-on jamais. Exactement, oui, on est sur d'autres événements, mais plus dans le secteur musée pour le moment. Mais oui. C'est quoi votre rapport à tous les deux, à l'environnement, à la nature? Moi, je viens de la ville, je suis une pure citadine, donc je dirais aucun, mais c'est pas vrai. Non, en fait, moi, c'est pas un rapport qui est je suis née dans la forêt, du coup, j'aime ce qui m'entoure. Non, c'est plus un truc un peu un b.a.-ba. J'ai lu pas mal de revues scientifiques, philosophiques aussi. Et en fait, à chaque fois, que ce soit la science dure ou la science molle, comme on entend les sciences plutôt de littérature ou les sciences dures, la science, la technique, la physique, la scientifique, la SVT, à chaque fois, on en revient à un fait que ce sont des écosystèmes, ce sont des modèles. Il y a le système solaire, il y a de la biodiversité. C'est toujours des modèles en fait qui arrivent à vivre entre eux ou entre elles grâce à des interactions. Et ce système fonctionne parce que ces interactions et que ces entités sont là. Demain, je sais pas, s'il y a plus de soleil, le système solaire n'existe plus. Et donc du coup, pour moi, en fait, la nature, au-delà que je la trouve merveilleuse, belle et incroyable, et qu'elle me touche personnellement, sentimentalement parlant, je veux dire, c'est qu'en fait, il faut être assez cartésien. Si elle marche plus, on marche plus. Donc moi, c'est plus mon côté cartésien qui est, en fait, 1 + 1 = 2. Donc, si on est en train de lui faire du mal, c'est normal qu'elle nous fasse du mal en retour. Donc, peut-être apporter des connaissances parce que les gens, j'ai l'impression en tout cas que les gens n'ont pas forcément les bonnes connaissances. Aujourd'hui, c'est dur, je trouve, de trouver des informations fiables, notamment en ce qui concerne les impacts écologiques. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de culpabilisation, il y a beaucoup de je fais mon tri, ça suffit. Et en fait, il faut pas que ça soit une contrainte. C'est un changement d'état dans son ensemble. C'est comme, je sais pas, ça me faisait penser l'autre jour, j'y pensais aux luttes des sexes, par exemple, la lutte contre la misogynie. La problématique, c'est pas de savoir si un homme doit ou pas tenir la porte à une femme. La logique, c'est plutôt qu'un homme se dise pas, en fait, cette femme est inférieure à moi. Donc, je lui tiens la porte si j'ai envie. Mais dans ma tête, il y a pas de différence, c'est ça. Et en fait, c'est un état d'esprit général. Et pour moi, en fait, l'écologie, la nature, le vivant, c'est pareil, c'est un état d'esprit général, c'est un écosystème, quoi. Et ça, c'est ma vision scientifique. Et toi, Sylvain? Après, mais je peux rebondir déjà sur l'environnement. L'environnement, c'est déjà centré sur l'être humain. L'environnement, c'est ce qui entoure quelque chose. Du coup, quand on parle aujourd'hui des problèmes environnementaux, on parle des problèmes environnementaux pour l'être humain. Mais en fait, l'environnement, il vivra après nous. Enfin, la planète vivra après nous. Du coup, déjà, supprimer le terme environnement et parler d'écologie, parce qu'en fait, on est juste, du coup, des êtres humains qui vivent, des êtres vivants qui vivent, dans tout oui, un parce que système l'écologie, écologique. en fait, c'est la science qui relie l'environnement au vivant. Donc, l'environnement, ce n'est, comme si on indique, que, en quelque sorte, le vivant, et l'écologie, c'est l'ensemble avec le vivant. Et du coup, de parler d'écologie, c'est remettre l'église au centre du village. En fait, c'est remettre l'être humain au sein de son environnement, mais en fait, du coup, au sein de tout être vivant et non vivant. On parle maintenant aussi du non vivant. Mais du coup, déjà, premier point, ça. Parler d'écologie plutôt que d'environnement. Et en fait, ce mot, ou on pourrait se dire c'est juste de la sémantique, mais en fait, ça révèle les rapports de domination. Et du coup, quand on parle d'environnement, il y a un problème de l'être humain qui est supérieur au reste, parce qu'en fait, il ne se met pas et se fond pas dans le monde dans lequel il vit, et il se considère comme le centre de ce qui l'entoure. Alors qu'en parlant d'écologie, ça le met au même niveau que le reste. Et du coup, si l'écologie, si la planète s'effondre, elle se remettra, elle en a pour des milliards et des milliards d'années de vie. Alors, je vais pas les chiffres exacts, mais jusqu'à ce que le soleil se transforme, je pense que c'est en milliards d'années à peu près. Mais du coup, en tout cas, la planète survivra, l'être humain survivra peut-être. Après, moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est dans quelles conditions.
Et au niveau d'inégalités sociales dans lesquelles on vit et inégalité de répartition des richesses, en fait, les liens de domination sont tellement extrêmes que il y en a 99% de la population qui va souffrir et qui va vivre des mauvaises années. Donc, en fait, aujourd'hui, on est à un virage. Est-ce qu'on y est déjà passé? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on a encore du temps? C'est un grand débat, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là, quoi. Après, si tu veux, je peux parler du rapport, mon rapport personnel à l'écologie, mais En quelques mots? Oui, si tu as envie de nous dire en quelques mots? après, moi, j'ai un rapport à l'écologie. En gros, j'ai grandi dans un rapport à l'écologie privilégié, dans le sens où depuis que je suis gamin, j'ai chaque hiver fait du ski, chaque été fait du bateau, été à l'océan, etc., etc. J'ai fait du cheval aussi, du horseball. S'il y en a qui veulent se renseigner, c'est assez marrant comme sport. Et du coup, il y a toujours eu un rapport, en fait, j'ai grandi à la campagne, à 20-30 minutes de Lyon, et j'ai toujours eu un rapport avec l'écologie. Après, c'est une écologie qui est biaisée, en fait. C'est plus un rapport à l'environnement. Pour reprendre ce qu'on disait, c'est pas un rapport à la nature, c'est un rapport à l'environnement dans un système capitaliste avec de la compétition, c'est pas forcément un rapport très sain. C'est pas un rapport forcément malsain, mais en tout cas, il y a des biais de rapport de domination où on parle plus dans un contexte d'environnement et pas d'écologie. Et du coup, j'apprends en gros, pas j'apprends parce que j'ai toujours adoré, mais aujourd'hui, je fais plus attention et je ralentis tout ce qui est sport, etc. pour plus profiter en fait juste de l'écologie et du coup de moins l'impacter par tous les sports ou en tout cas avoir un rapport plus horizontal avec la nature. Est-ce que peut-être vous auriez un message ou un dernier mot pour conclure? Moi, je dirais qu'il est important de s'informer et que si on ne comprend pas ce qu'on lit ou ce qu'on entend, il faut poser des questions, faut être un peu obstiné, faut être journaliste, faut enquêter, pour trouver les bonnes informations, pour comprendre pourquoi les choses se font. Et c'est uniquement lorsqu'on a tout compris je pense qu'on est légitime de partir en lutte en quelque sorte. Je parle pas qu'il faut tout savoir si on veut lutter contre des projets qui sont totalement aberrants. Ça, c'est une histoire de moralité et ça dépend de chaque individu qui a son propre rapport au monde. Mais je pense qu'il est important que la plupart des gens, en fait, se rendent compte que oui, les temps sont pas joyeux pour l'écologie, pour le social. Et que oui, c'est dur, oui, ça fait peur. Mais que c'est en étant dans le mouvement et dans l'action qu'on évite déjà la dépression, l'éco-anxiété, ce genre de choses. Et qu'en fait, il y a plein de gens qui font des choses et qu'en fait, on est vraiment dans une ère de changement. Il se passe beaucoup de choses. Il suffit de sortir un petit peu de cet entre-soi ou de ces petits plaisirs matérialistes qui font du bien que sur un moment donné. Un peu comme le burger trop bourré, quoi. C'est one shot et en fait, c'était peut-être pas ça dont on avait besoin. Et pour moi, en fait, les luttes, ce genre de choses, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. En fait, c'est se reconnecter aux choses importantes. Le social, le vivant, les arts, plein de choses. Et sinon, si, bien évidemment, venez au Festival des Possibles. Il y a une programmation de fou. Donc, venez. Dans quelques jours. Sylvain, le dernier mot de cet échange? Si, un dernier mot pour moi, c'est arrêter d'avoir peur, en fait, tout simplement. Je disais là récemment, si t'essayes, t'as peut-être t'as une chance de réussir, t'as une chance de pas y arriver. Si t'essayes pas, c'est sûr que t'auras pas réussi. Donc en fait, juste essayer et faire confiance à l'autre, en fait, à l'être humain. Je disais que là, à travers Coessence, je recrée des liens sociaux, ou en tout cas, je crée des configurations où on peut créer du lien social. Et en fait, on se rend compte que peu importe la position où les gens sont, donc je travaille avec des élus, je travaille avec des gens des services, je travaille avec des associations, je travaille avec des citoyens, je travaille avec des non-citoyens. Et du coup, souvent, ils ont toujours une posture liée à leur statut social. Et en fait, quand on va creuser, je travaille avec des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, de tout. Et en fait, quand on va creuser, c'est la même chose qui les anime. C'est l'autre, on est des animaux sociaux. Donc en fait, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de nous cliver dans des croyances et juste faites confiance, discutez avec les gens, faites confiance et puis parlez des vrais problèmes de manière saine et puis dessinez-vous une vision collective en fait. Parlez pour dessiner une vision collective et vous verrez que vous voudrez aller sûrement assez proche. Pas le même chemin, mais de manière assez proche quand même. One Life. #OneLife. Merci à vous deux. Merci, Katia. Rendez-vous Merci, Katia. dans quelques jours, donc le 28-29,
regardez sur le lien Hello Asso, toutes les infos sont dessus. Regardez les réseaux, toutes les infos sont dans la description. Ouais, tous les jours des nouveaux posts, des nouvelles activités, ça n'arrête pas. Vous allez vraiment pas être déçus. Il y a de la tombola, il y a des activités, il y a des conférences, il y a des ciné-débats, il y a des stands d'information. Il y a Sea Shepherd qui sera là aussi si ça parle à plus de monde. Et puis surtout, c'est mon anniversaire le 28 juin. Donc venez le fêter avec moi. Ah, mais carrément.